Eh bien, ce sont probablement les canons anti-aériens qui sont censés continuer à protéger Moscou. Mais qu'est-ce qu'ils font sur Internet, au juste? Plus d'informations dans le rapport de situation. 22/06/2026, nous sommes dans la 5e année et seulement depuis 120 jours depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans ce rapport, découvrons pourquoi il ne faut pas photographier les canons anti-aériens. Nous allons également examiner la situation actuelle en Crimée concernant la crise pétrolière, et ce que nous allons aussi regarder, ce sont bien sûr les hackers ukrainiens qui ont réussi quelque chose d'assez intéressant. Plus d'informations dans le rapport, commençons tout de suite. J'en ai déjà parlé il y a environ une semaine. À l'époque, les premiers camions citernes russes et convois de ravitaillement en route vers la Crimée étaient escortés par des groupes mobiles de défense anti-drones. Entre-temps, on voit apparemment ces unités dans une mesure nettement plus importante. Des enregistrements montrent plusieurs groupes mobiles patrouillant les routes d'approvisionnement pour sécuriser convois militaires et véhicules logistiques. Cela en dit long sur la situation. D'autres, qui ne peuvent pas être aussi bien défendus, donc par des mesures hard kill, se camouflent en bois ou en camion de lait, essayant d'acheminer du carburant plus ou moins sous couvert d'un véhicule civil vers le front. Les Russes ne peuvent plus circuler normalement sur les routes, quelle qu'en soit la forme. Ils doivent utiliser des véhicules, des armes, du personnel ou des ressources supplémentaires, juste pour que le carburant et le ravitaillement arrivent encore à destination. Pour l'Ukraine, c'est déjà un grand succès. Chaque convoi qui a besoin d'une escorte nécessite des hommes qui manqueront au front. Et ils consomment plus de ressources que la Russie ne devrait en avoir. La crise continue néanmoins. Nous l'avons vu hier dans le rapport de situation. Le carburant n'est plus vendu aux civils ni aux entreprises en Crimée. Tout cela n'est possible que si l'on travaille dans une agence de sécurité chargée de la protection des transports, ou bien pour l'armée ou le gouvernement. Et à côté des convois mobiles, il y a bien sûr la plus grande arme que possède la Russie, les prêtres militaires ou les prêtres en général, qui sont ici pour bénir les pompes à essence avec peu d'efforts, afin qu'aucun drone ukrainien ne puisse jamais les atteindre. Cela a déjà très bien fonctionné par le passé. Le corridor terrestre russe vers la Crimée ressemble maintenant à un cimetière de véhicules de ravitaillement. On y voit souvent des camions détruits ou en flammes le long de la route. Certains sont garés directement au bord de la route, d'autres sont calcinés à côté de la chaussée. L'itinéraire n'est pas complètement interrompu. Des véhicules passant encore, mais chaque conducteur constate le sort du précédent. La logistique russe en souffre de plus en plus. Les transports ralentissent, les conducteurs sont plus nerveux. Les assurances paient moins volontiers et les convois nécessitent davantage d'escorte. Techniquement, la route reste ouverte, mais même avec une escorte, elle n'est plus du tout sûre. Et qu'en est-il maintenant du pont ? Nous continuons d'étudier la voie d'approvisionnement terrestre, mais le pont de Kertch attire l'attention car de récentes images satellites révèlent le niveau de sécurité mis en place par la Russie. Autour du pont, des barges, des barrages flottants et d'autres barrières de protection ont été installées. À cela s'ajoutent des systèmes de défense anti-aérienne destinés à intercepter les attaques aériennes. Surtout contre les drones maritimes ukrainiens, la Russie tente sans cesse de bloquer les accès au pont. Mais les images montrent aussi combien de forces et de ressources doivent désormais être mobilisées pour protéger cette seule liaison. Si on regarde tout cela d'un peu plus près, on le voit aussi très bien ici. Nous avons ici l'accès pour atteindre l'autre rive du plan d'eau. Celle-ci reste bien sûr ouverte. Ici, il n'y a pas de barrières à la surface de l'eau. Ce que je peux bien imaginer ici, c'est peut-être 1 ou 2 filets qui ont été tendus à cet endroit. Et en effet sous l'eau pour s'assurer qu'aucun drone sous-marin ou plongeur ne puisse passer. Ce que nous avons aussi, ce sont bien sûr des barrières tout autour, à savoir des barricades. Pourquoi sont-elles à l'extérieur et pas ici ? Eh bien, c'est évident, ici, la circulation des navires doit quand même être assurée, il faut que ce soit toujours praticable ici. Et ici, il n'y a pas de support, oui, donc pas de pilier de pont ici, parce que c'est à nouveau un pont sur le pont, on pourrait dire. Les piliers de soutien ne commencent qu'à partir d'ici, et ensuite ils continuent toujours par paire, juste ici. De l'autre côté, on voit la même chose, et eux, ce sont en fait les fondations du pont, ils sont la partie la plus importante. La chaussée peut être remplacée ou refaite, mais sans piliers de soutien, le pont s'effondre. Ce sont donc des cibles de haute valeur sur le pont à protéger particulièrement. On l'observe aussi côté russe, avec ici une barricade installée dans cette direction. Exactement ici, du même côté, la même chose, puis une autre de ce côté, et en plus ils ont. Nous avons déjà vu auparavant de vieilles barges de fret qui ont été placées le long des infrastructures importantes et qui voguent maintenant sur l'eau.
Il est donc difficile d'attaquer ici avec des drones de surface. Le pont de Crimée demeure l'une des principales voies d'approvisionnement vers la péninsule et aussi l'une des cibles les plus vulnérables du sud occupé. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il n'y a plus autant de véhicules qui traversent ici qu'avant. Vous savez, il y a déjà eu un attentat contre le pont. Un camion avec du fret est monté sur le pont. Et la cargaison n'était qu'un camouflage, car à l'intérieur de ce qui semblait être une cargaison sûre, il y avait une grande quantité d'explosifs. Elle a explosé sur le pont et l'a fortement endommagé. Et maintenant, les Russes ne laissent presque plus aucun camion traverser le pont. Chaque véhicule est soigneusement contrôlé avant d'être autorisé à passer. Les camions dépendent en réalité des ferries, eux aussi attaqués hier. Je veux absolument éviter que cela se reproduise. Des citoyens russes filment ici tranquillement la position d'un véhicule de défense anti-aérienne et publient ensuite la vidéo publiquement sur Internet. Je vous ai récemment montré qu'avec les rues, les bâtiments et d'autres informations, on peut géolocaliser précisément un lieu en quelques minutes, sans avoir besoin d'un espion sur place comme avant. On n'a pas besoin d'images satellites ni de technologies spéciales. Souvent, quelques secondes de vidéo et quelques points remarquables en arrière-plan suffisent. Comme ici aussi. Vous venez de voir la vidéo. Le système de défense anti-aérienne est censé protéger une infrastructure militaire, mais l'emplacement est gentiment fourni gratuitement par les propres citoyens. J'ai mis environ 8 minutes pour géolocaliser. Je n'ai pas vraiment regardé l'heure, mais c'était à peu près entre 6 et 8 minutes. Qu'est-ce qui m'a aidé ? Eh bien, d'une part, ce panneau de signalisation ici, sur lequel sont indiquées les prochaines entrées pour le périphérique de Moscou. Ainsi, nous savons déjà que c'était à Moscou, et nous savons sur quelle autoroute tout cela a été filmé. De plus, nous voyons ici des structures. On aperçoit des poutres en acier, du béton et des panneaux de stationnement, suggérant la construction d'un parking à droite de la route. Et là en bas, il y a toujours quelque chose du genre « Ici se trouve le service de bus »,« Ici on va vers le parking P4 », et ainsi de suite. Et ce qui est très important, c'est le sol, c'est-à-dire la route sur laquelle la voiture roule. On voit en effet 3 voies dans une direction. On voit un passage piéton là-bas. On voit aussi un dos d'âne. Et ce qu'on voit aussi, ce sont 3 flèches qui indiquent justement les 3 voies dans une seule direction. Après avoir observé autour de moi et cherché les sorties, j'ai évalué la sortie. Au final, j'ai fait le tour de l'autoroute périphérique de Moscou et je me suis d'abord demandé où il serait logique de renforcer la défense anti-aérienne. On installerait les systèmes de défense anti-aérienne près du lieu de la dernière attaque. Où était-elle ? Ici, le long de la raffinerie, et cette raffinerie se trouve dans cette zone, oui, pratiquement ici, là où passe le périphérique de Moscou. C'est là que se trouve la raffinerie qui a été fortement attaquée récemment. On le voit bien ici, dans cette zone, donc il serait tout à fait logique de renforcer la défense anti-aérienne ici. J'ai regardé où sont les prochains échangeurs de l'autoroute D. Il y en aurait un ici et un autre là. J'ai regardé à peu près où se trouvent les accès, puis j'ai tracé un cercle avec mon compas et j'ai constaté que cela doit se situer quelque part dans cette région, environ 200 mètres autour de cette sortie. J'ai alors observé autour de moi et voyez ici. Découvrir cela est très simple. Voici le parking vu. Ici, ça là, cette ombre qui tombe partout ici. Ce sont les piliers de soutien du parking qui n'a pas encore été terminé. Et ici, on voit très bien le seuil, puis le passage piéton, ces 3 flèches. Et si vous vous souvenez de la vidéo, on a vu ici à droite un système de défense anti-aérienne sur un pont, c'est celui-ci. Et ensuite, ce pont a fait un virage, vers la gauche. C'est là que se trouvait le prochain système de défense anti-aérienne, ce qui signifie que le véhicule est passé à cet endroit et que la vidéo ou l'image a été prise ici. Cela s'était enregistré à peu près à cet endroit ici, ou peut-être un peu plus loin devant. C'est tout à fait possible aussi, cette route a en effet été modifiée. En effet, elle ne passe plus ici sur la gauche, mais va maintenant tout droit puis à gauche. Toute cette zone est en fait un chantier. La clôture en tôle ondulée que vous avez vue au bout est en réalité ici, donc c'était ici. Ensuite, la route à tôle a été déplacée à cet endroit. Malheureusement, les images sur Google Maps ne sont plus à jour. Vous voyez vous-même, si je me place ici maintenant, tout cela a encore l'air un peu différent. Ce sont bien les poutres que nous avons vues, mais le chantier ne ressemble plus à ça maintenant. Vous voyez vous-même, ceci date de juin. Vous ne le voyez pas, mais en haut à gauche dans mon Street View, je vais l'enlever un instant. Maintenant, vous voyez qu'en haut à gauche, l'image date de 2017. Ce que nous avons vu aujourd'hui date de 2026, soit 9 ans plus tard. Il n'y a pas eu beaucoup de changements ici, sauf pour la rue à l'époque. Comme nous le voyons, elle était encore à une seule voie, avec des places de stationnement sur le côté. Maintenant, sur l'image satellite, toute la rue est à 3 voies. C'est tout nouveau.
Et aussi la partie de l'autoroute qui passe derrière est toute nouvelle. Mais on ne la voit plus ici. Si on dézoome à nouveau, vous le voyez vous-même. Là, tout a déjà été mis à jour. Parce que ces images ici datent de 2026. Il faut bien sûr aussi regarder un peu du côté de la géolocalisation. À quel point les images sont-elles récentes ? Qu'est-ce que je peux faire avec ces images ? Mais en général, tout cela fonctionne plutôt bien, surtout si on a au moins des images satellites sur lesquelles on peut distinguer pas mal de choses. Donc, cela a pris 8 minutes. Nous savons maintenant où se trouvent 2 canons anti-aériens. Les Ukrainiens le savent sûrement déjà. On peut désormais les inclure dans la prochaine planification. Si on lançait une nouvelle attaque maintenant, on veillerait à ne plus faire voler les drones au-dessus de cette zone, car il y a ici 2 autres canons de défense anti-aérienne. Sinon, on peut changer de stratégie, ce sont des cibles de grande valeur dont je connais la position. Je vais les attaquer en priorité. Quoi qu'il en soit, c'est une information avec laquelle on peut vraiment travailler, et qui n'aurait pas existé si quelqu'un dans sa voiture ne s'était pas dit « Waouh, je vais juste filmer ce truc et le mettre sur Internet », avant que quelqu'un ne se moque du fait que les habitants publient des images de canons en ligne et mettent l'armée russe en danger. Même en situation de défense en Allemagne, je pense que la situation ne serait pas meilleure. Quelqu'un mettrait toujours des images de canons en ligne. Peut-être même avec une plainte disant que le canon est trop bruyant, qu'il bourdonne tout le temps et qu'on ne peut pas dormir alors qu'on doit travailler demain. Ou bien une plainte disant que l'esthétique de l'endroit est dégradée. Ou encore une plainte sur le générateur qui tourne toute la journée, alors qu'on pourrait l'éteindre pendant les heures de repos, car ce n'est pas nécessaire. Certains critiquent que cela fonctionne au diesel et non à l'électricité, alors que chacun peut publier ce genre de contenu sans arrêt avec son smartphone, ce qui peut poser problème. Des hackers ont infiltré le système de commandement Grassar russe et modifié des éléments du logiciel. Sur les captures d'écran, la carte du front était couverte d'un drapeau ukrainien. De quoi s'agit-il ? C'est une application cruciale pour les troupes russes. L'application affiche les positions amies et ennemies sur une carte numérique. Les pilotes de drones marquent des cibles et transmettent leurs coordonnées aux unités d'artillerie. Le système calcule également la trajectoire et est censé réduire le temps entre la reconnaissance et le tir. Si la carte affiche de fausses informations et que des utilisateurs externes la recouvrent d'éléments parasites, ou si les chats internes sont inondés de données inutiles, c'est un gros problème, surtout si tout cela ne peut plus être supprimé. L'application diffusée sur Telegram prétend que nous aurions facilité l'attaque. Les nouveaux fichiers d'installation Android, les mises à jour et le support technique passent également par des groupes Telegram fermés. Quelle armée aurait une idée aussi stupide ? Certains se posent sûrement la question. En réalité, ce n'était pas entièrement leur faute. En effet, le système a en fait été conçu par des développeurs civils, car l'armée russe n'avait pas de solution propre utilisable au début de la guerre. Cela signifie que tout cela est né de la nécessité et a ensuite été largement adopté. C'est précisément là que réside l'une des faiblesses. Le groupe OSINT, où est située la Russie aujourd'hui, a également déclaré avoir reçu une grande quantité de matériel. Des utilisateurs ont obtenu des manuels, vidéos de formation, brevets, documents techniques et positions russes. On ignore si des données opérationnelles supplémentaires ont été capturées. Les autorités russes assurent que ces données resteraient temps locales sur les appareils. Pourtant, la manipulation avérée reste déjà très gênante pour la Russie. Présenté comme un outil moderne de coordination sur le champ de bataille, il est désormais vulnérable à des utilisateurs capables de modifier les cartes et de perturber les échanges internes. Au mieux, les Russes doivent nettoyer le logiciel et fournir de nouveaux accès. Au pire, ils ignorent sur quels utilisateurs, appareils et versions du système restent fiables. Dans un système de commandement de combat, cette confiance est essentielle. Des explosions ont été signalées dans la région de Briansk. Selon les premières informations, des installations ferroviaires y ont été attaquées avec des missiles et des drones. En même temps, une attaque majeure a eu lieu dans la zone de la gare. Des drones ukrainiens ont survolé la ville la nuit, provoquant d'importants incendies dans les installations ferroviaires. L'ampleur des dégâts reste à déterminer. Si la voie ou le transbordement de marchandises était affecté, ce serait un nouveau coup pour la logistique ferroviaire russe dans le sud occupé. Dans la ville occupée de Vassilivka, un pont a été attaqué. Ce pont a été attaqué par l'armée de l'air et il reste peu de marge de manœuvre, car la chaussée a été détruite. Il s'est effondré. De grandes parties de la structure sont en ruine, avec d'importants dégâts. Ce ne sont pas que de petits cratères, contrairement à ce qu'on prétend. Le passage s'est effondré. Pour la logistique russe, cela implique un détour, des retards et plus de pression. Ici se trouvait le pont. Juste au nord de Vassilivka, en plein milieu, en fait de la zone la plus construite ou la mieux fortifiée du sud de l'Ukraine par les forces russes, ce que l'on peut bien voir ici grâce à toutes les tranchées et autres symboles.
À Voronezh, l'usine de semi-conducteurs Sporka a subi une lourde attaque. Les autorités russes évoquent jusqu'à 9 missiles Storm Shadow utilisés. Des chaînes d'observation ukrainiennes ont signalé des roquettes Flamingo et demandé à la population de rejoindre les abris. Un incendie majeur s'est déclaré dans l'usine après les frappes. C'est un fournisseur majeur de l'industrie de l'armement russe. L'entreprise fabrique des composants électroniques pour chars, leurs systèmes de défense anti-aérienne et des pièces pour les missiles Iskander-K et KH-Saintin. Une usine qui fournit les systèmes utilisés par la Russie contre les villes ukrainiennes a été touchée. Elle souhaite aussi protéger ses installations des drones ukrainiens. Il sera donc décisif de savoir quels secteurs de production ont été endommagés et combien de temps la production sera arrêtée. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et Algekroch. Merci au lieutenant-colonel Renneke, Scylla, Dietrich, Freddy et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain point de situation.